Alors, bonjour tout le monde pour le deuxième cours, Rétablissement et santé globale, session automne 2022. Aujourd'hui, vous avez vu, on vient d'avoir une première période d'échange informelle, c'est-à-dire que la session Zoom est ouverte 1 heure avant le début du cours, puis c'est un peu simplement pour offrir l'occasion de se fréquenter sur une base informelle, comme les gens le font à l'université, là, dans le corridor, à la cafétéria. Il y a de richesses là quand on fait partie de la vie étudiante, que malheureusement, par Zoom, on peut essayer d'aménager un espace comme celui-ci, mais ça ne peut couvrir que partiellement ce besoin-là d'échanger pour se sentir faire partie de la même cohorte. Là. Donc, c'est un moyen limité, mais on va essayer de faire ça avec. Il faut faire avec. Donc, merci à tout le monde de vouloir prendre part à cet exercice. C'est volontaire, hein, pas obligé d'y participer. Moi, je n'écoute pas. Là, mais des fois, le prof, il peut entendre hein, ce que les étudiants se disent dans le corridor. C'est votre période, mais j'ai quand même remarqué, si vous permettez. On a comme deux groupes. Hein. Il y a un groupe, il y a un contingent pour un projet spécial en autisme. On est très conscient, très content de vous avoir. Mais on voudrait pas que les autres sentent qu'ils n'ont pas leur place non plus. Donc, il y a un petit souci d'équilibre ici, parce que vous faites, sur le projet autisme, vous avez un espace et peut-être quelqu'un d'entre vous pourrait l'expliquer aux autres, là, pour expliquer pourquoi ça donne cet effet-là. Puis je compte un petit peu sur vous pour que ça soit plus uniforme dans nos discussions. Des fois, j'entendais, il faut faire des liens avec la santé mentale. Il ne faudrait pas qu'on ait d'un côté autisme et de l'autre côté santé mentale et dépendance. Mais ça se discute. Moi, ma position ici, on se demandait la semaine dernière, est-ce que le concept de rétablissement s'applique aussi à l'autisme? Il y a des débats. On l'avait vu avec Joël. Bon, moi, je dirais, pour connaître quand même assez bien ça, moi-même, dès le début, je ne suis même pas certain que le terme rétablissement, c'est le meilleur terme pour la santé mentale, ce dont on veut parler. Depuis au moins 2005, là, on va voir l'historique du rétablissement. J'en ai parlé brièvement la semaine dernière. Mais depuis au moins 2005, c'est officiellement au Québec, document d'orientation gouvernementale, accès rétablissement. Puis tout de suite, on a vu qu'il fallait l'expliquer c'était quoi. Puis moi, je faisais partie de cette mouvance-là. On se fiait un peu sur des gens comme moi, là, comme jeune professeur à l'époque, là, pour faire un peu la pédagogie de ce mouvement-là auprès de différents milieux cliniques, différents publics. Puis là, on voyait tout de suite, les gens disaient souvent, ils disaient, le rétablissement, moi, je suis travailleur social depuis 25 ans, je sais c'est quoi, j'ai toujours fait ça, du rétablissement. Les infirmières disaient ça aussi, et des psychiatres peut-être encore plus, tu sais. Parce qu'il y a une confusion. Le terme peut porter à confusion avec par rapport à la guérison, ce qu'on connaît en santé physique. C'est pas compliqué. Tu as une maladie, tu as une fracture du tibia, qu'à un moment donné, tu peux en être guéri, tu continues ta vie. Le rétablissement, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Et alors, puis les gens en autisme disaient, ouais, mais ça serait peut-être mieux quelque chose comme épanouissement, émancipation. Certainement, parce que c'est clair, hein, l'autisme, là, ça ne se guérira pas. Là. Bon, on peut peut-être guérir d'un épisode dépressif ponctuel, un événement dans sa vie, puis s'en remettre, dans le sens, ça ne reviendra plus. Peut-être, il y a différents... en général, on présente 3 groupes de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et dépendance. Ceux que c'est un épisode, ils vont s'en remettre, continuer leur vie. D'autres, de manière plus soutenue, vont devoir être en thérapie, en pharmacothérapie pour longtemps, si ce n'est pas toujours. Là, OK? Puis un autre groupe vraiment qui est affecté mais bon, même s'il y a le médicament, les gens peuvent retourner un fonctionnement à peu près prévisible. Là. Puis le troisième groupe, ce serait ceux qui, vraiment, la maladie impacte de manière tellement importante que même la vie que tu as, même avec les médicaments,
Tu n'auras pas l'occasion de remettre le pied à l'étrier des projets que tu avais avant de tomber malade. Ce n'est pas nécessairement 33 dans chacun des tiers, là, mais c'est, disons, 3 profils. OK? Là, avec l'autisme, de toute évidence, ça ne se guérira pas. C'est pas ça nécessairement c'est pas ça qui est recherché, c'est comment bien vivre avec une condition qui a une connotation sociale qui est dure à porter. T'sais? C'est de ça qu'on veut se rétablir dans notre dignité comme personne et citoyen à part entière, malgré la pression de l'étiquetage que la société nous impose, soit comme malade mental, comme toxicomane ou comme autiste. Ça, je pense qu'on a tous ça en commun, ces termes-là. Quand tu entends ça dans le discours populaire, à la télé, bon, c'est jamais pour valoriser les gens, ça entretient une certaine peur. Là. Je pense que tout le monde ici aujourd'hui, et moi inclus, on a été victime de ça, puis qu'on se l'est, on l'a intériorisé, ces préjugés-là. C'est le phénomène, là, on va voir en détail le pourquoi essayer, l'autostigmatisation. Hein, on fait tous partie de la même société. Là. Bon, on en a qui sont en Suisse, puis d'autres au Nouveau-Brunswick, mais on fait partie de la même planète, n'est-ce pas? Puis dans la culture francophone, tout le monde est au courant que traiter quelqu'un de malade mental, là, c'est une connotation péjorative. T'sais? Puis on l'a appris comme ça, on parlait de ça. Puis des fois, c'est avec humour. Hey, c'est malade mental, c'est mental. Bon, c'est supposé être drôle. Bon. À un moment donné, on se dit, quand on se le fait dire à soi-même, oh, là, on apprend, notre médecin nous apprend, monsieur, madame, est-ce que vous vivez, il y a un nom pour ça? C'est une pathologie psychiatrique, il y a tel ou tel nom. Bon, ça, c'est si on est chanceux de se le faire expliquer tranquillement, là. Mais la plupart du temps, c'est vécu vraiment. Tu retiens seulement le mot qui a été dit, là, même si les gens ont pris ou pas des précautions. Tu reviens chez vous, tu es abattu. Il y a des, supposons, la schizophrénie, hein, pour avoir fait des travaux là-dessus. Les gens vont le dire dans leurs témoignages. Oui, vous voyez bien que je vivais des difficultés, là. Quand j'ai appris ce diagnostic-là, je suis allé voir sur Internet qu'est-ce que ça voulait dire, puis j'étais encore plus découragé d'avant de le savoir. Il y en a que c'est ça, il y en a qui vont dire « Ah, enfin, je comprends. Ça me donne une certaine emprise. Je vais peut-être pouvoir avoir des soins et services. » Puis on discutait à l'instant, par exemple, avec Karine, qui se désolait. Mais des fois, on constate des gens, l'accès aux services est très limité. C'est un goulot d'étranglement. Puis on peut se désoler qu'il n'y ait pas l'accès aussi plus large aux services. Mais au moins, quand tu y as accès, tu commences à avoir une certaine emprise sur ta condition. C'est un point de vue qui se vaut, évidemment. Donc là, l'idée du rétablissement ici, c'est se rétablir comme personne à part entière en dehors de ce qu'on peut considérer comme une oppression du système dominant qui va imposer des étiquettes, qui va étiqueter certaines catégories de personnes qui sont plus à la marge du mainstream. Puis, mais l'étiquetage, souvent, il a pour effet de maintenir les gens dans cette marginalité. Parfois, ça va permettre d'avoir aux soins et services, de revenir dans la normalité, dans le sens de la majorité. Mais ce n'est pas ça le rétablissement. Donc, ceci dit, donc on se demandait, est-ce que le rétablissement s'applique à l'autisme? Bon, peut-être, avec Joël et d'autres, oui, OK, si on le définit comme celle-là, cette façon-là, mais il faut l'expliquer. Parce qu'évidemment, le rétablissement, cette notion-là, vraiment, ça vient du mouvement des usagers de services en santé mentale, un peu un aspect contestataire. On peut revenir là dans les années 60, vraiment, où il y avait plein de mouvements contestataires de la domination de certains groupes en situation justement de pouvoir. Puis l'antipsychiatrie, c'était ça aussi. Donc, c'était légitime de se demander, ce terme-là, rétablissement, qui vraiment vient de la santé mentale et dépendance, est-ce que ça s'applique à un autre domaine qui serait celui de l'autisme? Bon, toutes les réponses sont bonnes, là. Mais moi, je dirais, moi, je suis content qu'on arrive à une autre étape où, dans le fond, le fait d'ouvrir un cours comme celui-ci avec des gens, avec des autistes,
ça permet de voir que faut vraiment, on peut en bénéficier aussi. Okay? Dans l'autre sens, l'expérience en autisme, comment aussi ça va influencer notre conception du rétablissement en santé mentale. Vous voyez, pas seulement comment l'autisme peut vivre un peu le rayonnement du rétablissement venu de la santé mentale, mais dans l'autre sens, comment de l'expérience de la neurodiversité en autisme, comment ça peut aussi aider à raffiner notre compréhension du rétablissement en santé globale, qui inclut donc en santé mentale. Puis une façon de le dire, puis peut-être qu'on pourrait discuter un petit peu là-dessus, là, si vous avez des idées, pas nécessairement sous forme de tour de table élaboré. Là. Moi, ce que je vois, c'est que la contribution de l'autisme au rétablissement en santé mentale, c'est que ce n'est pas la guérison, mais vraiment pas ça qu'on cherche non plus en santé mentale. Tant mieux s'il y en a que ça arrive, que ça disparaît, c'est venu dans leur vie, c'est disparu comme c'est arrivé. On est bien content pour eux. Mais ces gens-là, ils ne se sentent pas nécessairement interpellés par une formation comme celle-ci. Vous saviez peut-être, là, ou peut-être ou non, il y a plus de problèmes de santé mentale à l'université que dans le reste de la population. Beaucoup plus. Parce que, par exemple, si on parle, pour revenir à la schizophrénie, ça se déclenche généralement au début de la vingtaine. C'est pas rare que les gens sont déjà arrivés à l'université, puis là, c'est là qu'apparaît la maladie. Ça reste des étudiants universitaires qui étaient dans, je ne sais pas, en physique, en littérature anglaise, dans toutes sortes de domaines autres. Puis là, éventuellement, ils doivent interrompre leurs études pendant un certain temps pour peut-être y revenir, ou s'ils sont chanceux, ils ont le soutien qu'en principe l'université veut leur offrir, hein, puis qu'ils vont pouvoir poursuivre leurs études dans le domaine qu'ils avaient choisi avant de tomber malade. Puis aussi, le fait que souvent, il y a peut-être des gens en région, là, le fait de, moi-même, je viens d'une région éloignée de Rimouski, dans le bas du fleuve, le fait de partir de chez vous pour venir à l'université à Montréal, dans mon cas, c'est ce qui est documenté. Souvent, ces jeunes-là, en partant de leur milieu d'origine, ils arrivent à une grande ville. Moi, j'aimais ça, là, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec une grande ville. Là. Puis là, ils perdent leurs amis, ils perdent leurs réseaux sociaux naturels. Donc là, c'est un gros changement. Ils arrivent à l'université. Ils n'ont plus leur réseau habituel. Ils se sentent plus seuls. Puis là, en plus, arrivent les examens, la pression de réussir. Puis dans certains domaines, la pression est vraiment tellement forte, par exemple en médecine, que les gens vont développer des problèmes d'anxiété à l'université en lien avec ce rôle-là. Puis ça arrive des fois, là, on connaît l'expression « le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide », là. Il y a la littérature scientifique nous indique que, clairement, en Australie puis aux États-Unis, c'est 50% des étudiants universitaires qui ont des problèmes, je ne dis pas des diagnostics psychiatriques, là, OK? Des problèmes de santé mentale et dépendance. Donc, il y a des journées où nous sommes majoritaires à l'université. Ils sont très conscients que c'est une réalité, puis c'est pour ça qu'ils offrent des services de soutien aux étudiants qui sont en situation dite de handicap. Bref, merci beaucoup de la contribution, les gens autistes, au fait que nous, le rétablissement, il faut vraiment casser ça, là. Ce n'est pas la guérison, c'est pas la disparition des symptômes. Je dirais au contraire. C'est comment, à partir de cette expérience-là, c'est comme si on nous demandait d'effacer une partie de notre vie, là, puis qu'on devrait avoir honte. Là. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Je vais le reprendre un petit peu tout à l'heure. Là. Donc, c'est comment ne plus avoir honte d'une condition qui est partagée par des millions d'individus sur la Terre, là, qui fait partie de la biodiversité ou de la neurodiversité que la nature a générée. On n'est pas des bizarres là, qui n'auraient jamais dû être là. Au contraire, si la nature a prévu qu'il y ait tant de gens qui soient comme ça, moi, je me dis que c'est parce que ça favorise la survie du genre humain.
C'est parce que la nature l'a voulu. Fait que c'est pas une erreur de la nature. Là. On n'est pas des ratés. Là. OK? Vous le savez, là, mais moi, je me dis ça à moi-même. OK? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais faire un petit exposé sur la façon de se raconter en lien avec bon, le travail, l'exposé oral que vous aurez à faire. OK? On va parler de ça aujourd'hui, comment se raconter. Et moi-même, je vais un petit peu me raconter à travers ce qu'on appelle les fameuses 5 étapes du rétablissement. Là, vous allez en entendre parler. Donc, moi, je vais faire cet exposé-là. Après, on discutera un peu comme la semaine dernière pour enchaîner avec l'exercice réflexif de la semaine. Alors, si ça vous va, je vais projeter la présentation. Donc, aujourd'hui, on se demande un peu comment se raconter en tant que personne en rétablissement. Et ça fait partie de la modalité d'évaluation, la deuxième. Parce que, en quoi consiste cette modalité d'évaluation? On vous rappelle simplement, la première, c'est de compléter les quiz avec le contenu de chaque semaine. Puis, au retour de la semaine d'activité ou de la mi-session, sur 2 semaines, il y aura les présentations orales. Et on choisit soit de présenter un livre écrit par une personne en rétablissement, ou on se présente soi-même. Puis ça compte pour 25 de la note. Donc, cette modalité d'évaluation, c'est pour nous permettre de repérer les compétences et manifestations de compétences issues du savoir expérientiel des personnes en rétablissement afin de pouvoir mobiliser ces compétences au profit d'une meilleure auto-prise en charge et dans une perspective de santé globale et d'approche holistique. Bon, c'est un peu compliqué là, comme vocabulaire. Là. Autrement dit, quand on apprend d'abord comme futur père aidant à se raconter, hein, les gens ne savent pas c'est quoi un père aidant, il faut l'expliquer. Puis nous, ce qui est vraiment particulier à notre positionnement, c'est que notre vécu expérientiel, notre savoir expérientiel, c'est ce qui nous distingue des autres professionnels qui ont, eux, des savoirs plus techniques associés à des disciplines comme telles. Nous, la discipline là, à laquelle notre savoir est associé, c'est à nous-mêmes. C'est à notre histoire personnelle et collective. Et c'est pour ça que dans cette approche, on insiste beaucoup sur la notion de l'approche narrative. Puis, faut se faire à l'idée que comme père aidant, il faut être à l'aise avec le fait de se dévoiler. Il y a différentes façons de le faire. Moi, c'est pas moi qui va vous dire comment vous devez vous raconter. J'hésite beaucoup à dire, c'est comme ça qu'il faut se raconter. Je ne suis pas du tout de cette école-là. Parce que moi-même, je n'accepterais pas que quelqu'un vienne me dire, là, Jean-François, quand tu te racontes, tu devrais plutôt commencer par tel ou tel. Non, c'est moi qui décide. Ça, je pense que c'est important. On l'avait vu vraiment avec Nathalie Lagueux. Hein. Il faut garder le contrôle sur la façon dont on se raconte. Parce que des fois, il y a un peu de... On veut être généreux, on risque de peut-être de se nuire à soi-même, de regretter avoir dit trop là, spontanément ce qui, dans le fond, relève d'un certain jardin secret. Moi, je conseillerais toujours se dire, oui, je serais à l'aise de dévoiler ceci ou cela, mais pas aujourd'hui. Je tiens à savoir que je garde une emprise sur mon histoire à moi. Et ça, je décide que aujourd'hui, je ne le raconterai pas à ces gens-là. Peut-être un jour, mais là, je sais que je suis en contrôle de ma propre histoire. C'est ça que je conseillerais. Là. Et nécessairement, les gens qui ont écrit un livre sur eux-mêmes, ils l'ont fait. Ils se racontent dans ce livre-là à partir de la perspective de personnes en rétablissement. Et Nathalie Lagueux a écrit un livre, elle aussi. Là. Et elle nous dit bien, malgré tout, il faut se garder une petite gêne, un jardin secret. On dit des choses que les gens vont recevoir de différentes façons. Ça, on ne le contrôle pas. On contrôle ce que nous, on dit, mais comment les gens vont l'interpréter, on ne le contrôle pas. Puis, des fois, ça peut ne pas tourner de la façon qu'on aurait souhaité. Puis, des gens peuvent se servir de ce matériel-là pour nous dénigrer. Nathalie l'a vécu, là. Donc, comment c'est perçu, comment les gens voient ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais comme disait Nathalie, ils penseront ce qu'ils voudront. Moi, quand elle a dit ça, là,
Ça a eu tout un effet déclencheur, mais j'y reviens tout à l'heure. OK? Puis une façon de se raconter. Vous avez peut-être entendu parler, là, les fameuses 5 étapes du rétablissement. Moi, je pense que ça peut être utile, effectivement, pour se raconter. Et on parle, les 5 étapes étant le choc, le désespoir, le changement, l'agir, le courage et la responsabilisation. Mais encore là, hein, ces termes-là, comme le rétablissement lui-même, ont chacun leurs limites. Je pense qu'il faut prendre ça vraiment avec beaucoup de pincettes. C'est utile pour se raconter, mais il ne faut pas utiliser ça pour coter des gens, nos pères aidés. Supposons que c'était une échelle de 1 à 5, ça peut suggérer ça, étape 1, 2, 3, 4, 5, puis là, dire, j'ai parlé à tel usager, lui, je pense que j'y donnerais 3,5, qui est un peu entre les deux ici. Il ne faut pas faire ça, OK? Parce que ce n'est pas un questionnaire validé, ce n'est pas une grille. Justement, il n'y a pas de code de 1 à 5. Et c'est très, très, très réducteur. C'est simplificateur de dire, le rétablissement, c'est 5 étapes, puis cette personne-là est rendue à telle étape ou entre ces 2 étapes-là. C'est vraiment farfelu de penser ça, là. Mais ça peut être utile pour se raconter. Donc, si on regarde, qu'est-ce que le choc? Hein? Et moi, je vais un petit peu me raconter ici à travers ça. Le choc. Lorsque les symptômes de la maladie apparaissent, nous sommes confrontés à la réalité. Admettre que son état de santé s'est dégradé et qu'une problématique de santé physique est apparue peut être, psychique, lorsqu'une problématique de santé psychique est apparue peut être compliquée et provoquer une émotion violente. Je fonctionne de façon normale, ça ne peut pas m'arriver à moi. On comprend donc un choc émotionnel ou encore une perte de contrôle peuvent alors émailler le fonctionnement. Moi, dans mon cas, puis il y a disons, 25 ans, là, un quart de siècle. Moi, je pourrais parler de moi par rapport à la première étape comme étant une perte de contrôle. Mais je ne m'en apercevais pas. Je ne le voyais pas. Fait que même si je n'ai pas eu à admettre une problématique de santé psychique, il n'y a personne qui m'a dit, voici Jean-François, là, ton problème, c'est un problème de santé psychique, il y a tel nom. Je n'ai pas eu à l'admettre parce que je ne m'en rendais pas compte que j'étais dans cette situation-là. Je n'étais pas dans des soins et services là, qui auraient pu me donner un diagnostic comme celui-là. Bon. Donc, il y a ce choc-là que je vois, moi, plus comme la confusion. Peut-être des fois, les gens ne le remarquent pas eux-mêmes, mais la semaine dernière, Joël avait dit, moi, j'ai appris que j'étais une personne autiste il y a seulement 2 ans. Mais là, avec ça, j'ai vu que les années qui précédaient ce diagnostic, évidemment, je suis consciente que je ne fonctionnais pas comme la plupart des gens, là. Mais je ne m'en rendais pas compte, mais de manière assez vague. Puis quand j'ai eu à admettre ce diagnostic-là, il a fallu que je m'en dégage, je l'admets, pour avoir accès à des soins et services spécialisés. Mais je ne me limite pas à ça. Parce qu'au début, on peut vivre beaucoup de désespoir. Puis les gens avec nous aujourd'hui, hein, soit des parents, soit vous-même comme personne autiste, quand vous avez appris ça, en tout cas, sûrement comme parents, quand on se fait dire que notre enfant est autiste, c'est pas une bonne journée. Bon, là, ce qui nous vient à l'esprit, hein, c'est l'étape du choc. Il peut arriver que l'on se sente perdu, incapable, inguérissable ou inutile et avoir des difficultés à réfléchir, à se concentrer et à se projeter vers l'avenir. On pense alors que la situation est sans issue. Le danger consiste à réduire sa vie à la considération « je suis malade ». Bon, ça, on l'a entendu, un désespoir, puis les gens disent « mon enfant est malade, je veux qu'il y ait des soins et services ». OK. C'est tout à fait légitime. Mais on ne voudrait surtout pas que cet enfant-là se considère lui-même comme n'étant qu'un malade ou un autiste, dans le sens négatif du terme. Et on va le revoir en cours de session avec Lucila Guerrero, la reconnaissance positive de l'autisme et de la neurodiversité. Pour moi, ça s'applique aussi à la santé mentale et dépendance. OK? Par exemple, je ne suis pas juste un dépressif, je ne suis pas juste un schizophrène, je ne suis pas juste
une personne dépendante aux substances ou un toxicomane. Vous voyez? Mais au début, c'est ça. On voit, on s'identifie au diagnostic. Puis c'est le désespoir. Que notre vie, ben, ça sera juste une façon de vivre une vie à moitié valable là, parce qu'on est seulement qu'une personne qui est différente dans le sens maladif du terme. Bon, puis ensuite, on passe, le choc va peut-être s'estomper un petit peu, puis on va envisager éventuellement de reprendre un rôle plus actif. C'est l'étape du changement qui se prépare, le changement qui consiste en une modification de la posture et de l'appréciation de la situation. On est alors en mesure de remettre en question les considérations de niveau précédent. Des solutions apparaissent, deviennent possibles et des options pour changer sa vie émergent. Durant le même temps, la peur du changement est présente et elle peut parfois inhiber les nouvelles ambitions. Par exemple, ici, si on pense à la dépendance, si on veut diminuer sa consommation, c'est pas facile. Ça se prépare. On est dans une société, si on pense à l'alcool, il y en a partout. Là. Bon, il y a la drogue maintenant, ça a été légalisé, la marijuana au Canada. Mais pour les drogues qui restent illicites, ça prend tout. Il faut quasiment changer des fois de milieu de vie parce que si on est en contact tout le temps avec des gens qui consomment à tous les jours, ça peut être plus difficile. Donc, on se dit, ben, s'il faut que je change de réseau, ça va prendre un certain temps. Donc, c'est un changement qui se prépare. Puis, à un moment donné, éventuellement, on est prêt à passer à l'action, l'agir. Arrivé à ce stade, on se sent prêt au changement et disposé à modifier sa vie. Les motivations internes sont présentes. L'espoir est de retour, mais il peut être encore un peu compliqué de s'organiser et trouver comment s'y prendre pour changer les choses. Cependant, on adopte des attitudes positives, d'ouverture et d'acceptation. La recherche de solutions et le travail sur l'ambivalence au changement prédominent. La balance décisionnelle est alors un outil intéressant. Hein? Vous connaissez la liste, là, les pour et les contre. Si je fais ceci, c'est quoi le pour, c'est quoi le désavantage? Puis, à un moment donné, on prend une décision par rapport à soi-même, par rapport au changement, ou dans le sens, ça peut être aussi se donner des trucs pour pouvoir fonctionner dans la société là, qui est prévue pour les neurotypiques. Là. On peut compenser le fait qu'on soit atypique en changeant des choses dans notre routine quotidienne, juste pour prendre un exemple. Puis finalement, la responsabilisation. On retrouve du pouvoir sur sa vie et on est prêt à réaliser les objectifs nécessaires à l'atteinte de notre but. On sait quel chemin emprunter pour y parvenir. Arrivé à la dernière étape, la personne est en capacité de demander du soutien et de proposer son aide à son tour. À ce stade, on cherche une sensation de bien-être. Donc, pas seulement d'absence de maladie, donc de bien-être. On cherche une forme de stabilité et le travail sur l'obtention d'une vie meilleure et l'obtention d'une vie meilleure est quotidienne. Bon, donc la responsabilisation, on reconnaît peut-être on sait quel chemin emprunter, mais ça, c'est propre vraiment des gens qui sont plus avancés dans leur parcours du rétablissement. Il y en a parmi nous aujourd'hui. On sait qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour trouver notre voie de rétablissement et on peut le partager pour aider d'autres personnes à demander du soutien. Mais parmi ce soutien-là, il va y avoir des pères aidants. Et puis, qu'est-ce que ça fait un père aidant? Ça propose son aide. Hein? Je sais pas si tout le monde ici aujourd'hui se dit moi, j'ai vécu ça, puis je pourrais aider autrui. Donc, on est vraiment, tout le monde, je pense qu'on partage ça, là, proposer son aide à son tour. Ça peut être la sienne comme père aidant, mais lorsqu'on est membre d'une équipe, par extension, c'est l'aide de l'équipe professionnelle qui est aussi proposée. Bon, voilà, puis une façon schématique de présenter les étapes du rétablissement. Il y a cette modélisation-là. Je l'ai mis sur Studium, là. Et moi, tout ce que je viens de dire, j'ai pris ça sur nos collègues à Lyon, l'Association de pères aidants pour la région de Lyon en France, le groupe ESPER. Vous pourrez aller voir, il y a du très beau matériel, comme celui-là. Là. Et pour terminer, c'est ça qu'on va utiliser. Soit pour analyser, pour faire les comptes rendus des livres qu'on aura lus, soit pour se raconter. Donc, moi, au début, je ne le voyais pas, je l'ai vécu la phase 1, je ne savais même pas.
Ensuite, j'en ai pris conscience, mais j'avais tellement honte de ça que j'ai bien caché ça dans un coffre-fort qui était dans un coffre-fort qui était dans un coffre-fort qui était dans un conteneur qui était coulé au milieu de l'Atlantique dans une dans sous 50 pieds de béton. OK? Bon, j'en avais conscience, mais pas dans le sens positif. Et là est arrivée, moi, dans ma vie, Nathalie Lagu. Donc, il y a, je pense, au moins 10-12 ans. Nathalie qui parlait, qui faisait des conférences, elle-même comme personne en rétablissement, puis qui est venue avec sa famille. Moi, c'est là qu'elle m'a aidé, là, moi, à me libérer un peu de mon contexte familial, qui explique bien des choses. J'adore tous les membres de ma famille. C'est pas ça la question. Mais avec le recul, je vois que Caroline, c'était probablement ce qu'aujourd'hui, là, on appellerait une famille dysfonctionnelle. Ça enlève absolument rien à l'amour que j'ai, là. Fait que moi, grâce à Nathalie, j'ai arrêté d'avoir honte de ma famille. Puis ça, on parle il y a peut-être une dizaine d'années. Et j'ai admiré cette personne-là. Puis ça, wow, j'ai écouté ce qu'elle disait, j'ai suivi un peu ce qu'elle avait proposé. C'est venu à la paire aidance. Puis là, comme vous le savez, je suis chargé de cours, professeur qui a proposé le programme à la paire aidance, mais je n'étais pas moi-même père aidant, là. Ça, c'est encore plus récent. Puis en continuant à progresser, ben là, arrêter d'avoir honte, pour moi, ça fait partie de la préparation. Ensuite, se reconstruire, moi, c'est comme père aidant. C'est tout nouveau, là. Puis je suis un vieux monsieur. Donc, moi, j'attire ici l'attention sur vraiment le caractère non linéaire, même de ce modèle-là en 5 étapes. Puis on l'a vu à l'étape ici, quand on parle à la dernière étape. Ben, moi, je ne serais pas d'accord du tout avec le fait d'appeler ça une dernière étape. Pour moi, c'est comme une première étape. Je pense que ça se superpose à chaque fois, les 5 étapes. Ce n'est pas une après l'autre, mais il y a des façons de se raconter où ça correspond plus tel type de vécu à peut-être, réunir ça dans ce qu'on appelle ça la première ou la deuxième ou la troisième étape. C'est utile pour se raconter et aussi comme père aidant pour aider les gens à se raconter. Parce que là, on va rencontrer des gens qui sont nouveaux soit nouvellement diagnostiqués ou ils veulent être en rétablissement, ils se tournent vers nous, puis ils disent, moi, c'est épouvantable, je suis juste un raté, ou je suis juste un toxicomane. Puis là, nous, comme père aidant, on aide la personne à peut-être trouver une façon de se raconter différemment. Puis trouver une façon de, oui, OK, c'était là, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu me dis ça aujourd'hui, c'est parce que tu te dis que dans le fond, il y a peut-être de l'espoir. Hein? Puis si tu viens chercher de l'aide, c'est parce que tu voudrais toi-même pouvoir te raconter différemment, pas juste que tu as tout raté dans la vie, mais raconter tes réussites, tes espoirs et tout ça. Donc, Nathalie, moi, m'a grandement aidé dans ce sens-là. Et personnellement, maintenant, en me dévoilant comme père aidant, personne en rétablissement, c'est aussi merveilleux que si je l'avais su il y a 25 ans, voyez-vous. Donc, tout l'aspect non linéaire, c'est tellement important. Et moi, c'est ce que j'ai vécu dernièrement. Donc, moi, je peux raconter comment les pères aidants et les étudiants et vous-même, là, comment dans mon propre rétablissement, ou comme dans mon et maintien comme personne fière d'être une personne en rétablissement. Comment les usagers qui parlent d'eux-mêmes sur la place publique, comment les pères aidants qui parlent d'eux-mêmes et de leur métier, et donc ce que vous allez peut-être vouloir faire vous-même comme père aidant et père aidante. Comment c'est tellement important. Ça vient donner toute là, quand on dit retrouver du sens, il faut aider les gens à le retrouver, puis c'est en se racontant. Puis des fois, la personne me dit, OK, continue, là. Tu me racontes ton histoire, mais elle ne finit pas au moment où, je ne sais pas, tu es arrivé à l'hôpital, là, puis là, tu es bien découragé, puis la personne m'a dit, là, je suis arrivé à l'hôpital, puis là, je rencontre un père aidant. C'est ça mon histoire. Là, le père aidant va dire, je m'attendais à la suite, là. Elle n'est pas finie, l'histoire. Donc là, soyons conscients. Ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'histoire. On fait l'histoire du rétablissement. Puis aujourd'hui, dans ce cours-ci, avec un contingent substantiel de personnes autistes, vous voyez, c'est un autre chapitre. Ça nous permet de continuer
à définir nous-mêmes qu'est-ce que le rétablissement, comme n'étant pas là, la guérison ou le fait de corriger une pathologie ou un fonctionnement cérébral qui serait pas celui de la majorité. Là. Ce n'est pas ça, le rétablissement. Le rétablissement, c'est propre à chacun. On peut se demander qu'est-ce que ça peut être. Et c'est ce qu'un cours comme celui-ci pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, n'est-ce pas? Alors, c'est une façon de se raconter. Vous voyez, comme je viens de le faire, là, sans vraiment m'être longuement préparé par rapport à se raconter à travers ces 5 étapes. Pour rappeler, pour finir, d'où viennent ces 5 étapes, bien, il y a un outil de mesure qui a été développé, le STORY, okay? Stages of Recovery Instrument. Et puis, par Anderson, Caputi et Oates, et qui a une traduction française notamment par le professeur Favreau, qui travaille à Lausanne. Et on va regarder l'outil. Ça, c'est l'article original en anglais. Et ça, c'est la liste de livres sur laquelle je vais revenir. Mais là, pour l'instant, j'arrête ce partage-là pour pouvoir vous montrer le story comme tel. Vous allez voir, c'est bien plus que 5 étapes. C'est en fait 50 items qui sont chaque fois répartis en groupes. Il y a 10 groupes. Puis ce qu'on appelle les 5 étapes, là, ben, c'est composé chaque fois de 2 de ces groupes-là. Fait que si, comme père aidant, on utilise les 5 étapes, là, c'est soit pour se raconter, soit pour aider la personne à se raconter. Ça n'a pas de valeur clinique, psychométrique, là, OK? Ça ne sert pas à coter les gens. Si on veut coter, il faut prendre l'outil au complet, poser les 50 questions. Là, à ce moment-là, ça a une valeur clinique et psychométrique qu'on peut dire, ça, on peut s'en servir, faire remplir ça par la personne avant son épisode de soins et après, puis on devrait pouvoir avoir une amélioration. C'est comme ça un vrai outil clinique, là, mais le simple schéma en 5 étapes, c'est simplement un outil pour aider à se raconter. Ça ne sert pas à coter les gens. Bon, ceci dit, et j'ai presque fini. On va revenir à la liste. Puis on va parler des exposés comme ça. Donc, vous avez sur Studium une liste. C'est une proposition de livres. Au fil des années, des gens ont fait des présentations sur ces livres-là. Vous pouvez en choisir dans cette liste-là. Par contre, il faudra nous dire quel livre vous choisissez ou si vous choisissez de parler de vous-même pour pas, par exemple, qu'il y ait 2 personnes qui fassent un exposé sur le même livre. Et puis, vous pouvez suggérer des livres. C'est vraiment pas exhaustif, là. Surtout à l'époque, ça ne couvrait pas nécessairement l'autisme. Mais quoi qu'on en a un livre ici, Lucila Guerrero, Aimée dans l'imbroglio. Puis on va revoir Lucila en cours de session. Mais si vous avez d'autres suggestions, des livres écrits par des personnes en rétablissement de problèmes de santé mentale ou dépendance ou par des personnes autistes, ou vous racontez vous-même, c'est la même durée, ça va être la même structure, en 5 étapes là, pour un peu structurer cette approche narrative. Alors, j'ai fini ma partie plus présentation ennuyeuse du professeur, là. Mais vous êtes situé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces éléments-là?